On va passer au Super Walter. Super Walter aussi, c'est pas ouf quoi que en français on a eu pas mal de combattants en France. On va commencer peut-être par le combat d'unification qu'il y a eu entre Brian Castagno l'Argentin et l'un des frères Charlot. Ouais, quand même, on a eu ça, hein. Ouais. Bah après, on en a eu qu'un. Mais bon, c'est déjà pas mal parce que franchement, ce combat-là, il a été soldé par un match nul. Moi, je le donne match nul. Beaucoup voient Castagno le gagner. Moi, personnellement, je vois un parfait match nul. Il y en a, ils voient le Ouais, moi aussi, Castagno. j'avais scoré. Ouais. Il y en a, ils voient le Castagno beaucoup pour le style. Il rentre dedans, il lâche pas, quoi. Voilà. Et Ouais, ça c'est plaît à vrai. certaines. On a l'impression que c'est lui qui fait le combat, justement. Vu qu'il avance tout le temps. C'est vrai que s'il avançait pas, le combat aurait été peut-être ennuyant, je sais pas. Mhm. Mais après, voilà, ça se juge pas qu'à ça, un combat, heureusement. Oui, bien sûr, bien Sinon, tout le sûr. monde se ferait la. Ouais, match Exact. nul, je suis d'accord avec toi. Non, non, ouais, Ouais, je moi, suis d'accord aussi. j'espère qu'il y aura une revanche parce que ça a été bah, ça se verra plus tard quand on fera la remise la remise là. Ça a été un des combats de l'année pour moi. Ça a été un des combats de l'année. Chez les Français, Ah. bah, on va commencer par le plus récent. Le plus récent, c'était Michel Soro qui faisait aussi son retour comme Arsène. Après 2 ans d'inactivité, le dernier combat, euh, c'était à Bercy. C'était contre... Ah, je vais oublier le nom. Le dernier combat qu'il avait fait à Bercy. Vitu, Cédric Vitu. C'est Cédric Vitu, excusez-moi. Contre Vitus, bah, là, c'était l'occasion tu vois, là, il y avait eu l'occasion de faire un combat franco-français et ça avait amené du monde. Et là, il se déplaçait au, au Kazakhstan pour combattre Israël Madrimov, ou Israël Madrimov qui est un bon prospect. Qui a fait une bonne partie de sa carrière aux États-Unis et là il combattait chez lui voilà bon ça s'est soldé par un arrêt de l'arbitre qui était illégal illégal parce que en fait Non, il y a eu c'est pas illégal, c'est qu'il entend pas. Il entend pas que ça sonne. Et c'est vrai que l'arbitre, hein, normalement, tu parles de l'arbitre. l'arbitre n'entend pas. Voilà. Mais je pense que personne n'entend. Je pense Ouais, qu'au moment où ça même se passe, à la vidéo, tu ouais, je l'entends pense pas que en fait. même Michel, j'ai pas l'impression qu'il entend que c'est terminé. Ils sont tous dans le combat. De toute façon, on va pas se mentir, Michel est très durement touché et je pense pas qu'il fait le round Oui, suivant. c'est vrai. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Hein. Il est durement touché. Hein. Mais normalement, le troisième arbitre aurait dû prendre la décision, l'officiel, celui qui sonne la cloche, de dire non mais ça s'est passé après le gong. Donc, il faut qu'on reprenne le combat. Mais comme ça a duré, et je pense pas que quelqu'un a été malhonnête Un quart d'heure au moins. parce que même le clan, ouais, ça prend beaucoup trop de temps. Et puis après, bon, bah voilà, est-ce qu'on peut avoir un no contest et une revanche? Moi, je pense que c'est impossible. Moi, je pense qu'il y aura un no contest. Il y aura un no contest dedans. La décision a été annulée déjà. Ah ouais? Attends, je vais regarder ça. Pas encore. Pas encore. Il y a eu le dépôt de plainte entre guillemets, mais je crois que c'est pas encore acté. Officiel, ouais. Mais je pense que ça va l'être. Tôt ou tard, ça va l'être. C'est pas possible. Tu peux pas mettre autant de coups après le gong. C'est pas possible. Surtout, c'est des coups qui sont impactants. Alors c'est vrai que Michel, il était salement touché. Faut le reconnaître. Moi déjà sur ce combat, j'avais match nul. Michel revenait. D'ailleurs, il gagne. Avant ça, pour moi, il gagne ce round-là. Ce round-là avant qu'il y ait je crois que c'était un crochet de Madrimov. Mais avant cela, tu vois, il domine ce round-là. Et malheureusement, voilà, il y a eu cette décision-là. C'est dommage pour lui, mais je pense que ça va être
cette décision va être annulée, à mon avis. Même sûr. Sûr. Alors, il y a eu qui? Il y a bien sûr Dylan. Alors, tu veux passer de Dylan? Pour rester, en fait, parce que ça reste un peu dans le thème de Michel Soro pour moi, parce que on va pas se mentir, Nas et Moussa, on a bien vu que Soro n'était pas dans un très grand jour pour ce combat-là. Il a mis du temps à rentrer dans le combat, il a eu le temps à trouver vraiment cette hargne. C'était pas le Soro qu'on connaissait. Mentalement et tout, je l'ai pas trouvé complètement dedans, même si techniquement je l'ai trouvé très propre. Il manquait un petit truc, et c'est vrai qu'on parle de 2 ans d'inactivité, on parle d'un boxeur qui s'est séparé de son promoteur alors que ça faisait des années qu'il était avec lui. C'est pas des choses faciles à gérer ça. On pense jamais à ce que vit un boxeur en dehors du ring, mais il se vit aussi des choses qui sont pas simples. Et ça te met dans un état psychologique qui déjà t'enlève beaucoup d'énergie quand tu vas faire un combat aussi important que ça. Parce que là, il prend quand même une belle pépite de la boxe. Hein. Il prenait pas n'importe qui, Soro. C'est vrai, ça a été étonnant. Voilà, et Dylan Chara, il a vécu un peu la même chose aussi, mais ils ont pas trop le choix. Dylan Chara, pareil, il s'est séparé de son promoteur, qui est le même, bizarrement. Et il faut rappeler que Dylan Chara, c'est le premier de la team qui se sépare. Avant Soro et avant Goulamirian. C'est le premier qui va partir, mais ça s'est pas su parce que c'est moins médiatique. Et puis Chara, c'est un bon gars, donc il a pas fait d'esclandre sur les réseaux. Mais le premier qui s'en va, c'est lui. Et Chara, il a fallu qu'il se batte tout seul pour obtenir sa chance européenne. Il est allé jusqu'à Milan pour se battre, pour avoir son dossier qui était déposé, pour avoir son combat. Au final, il a un combat en Espagne contre un Espagnol. Donc déjà, il faut voir dans quelles conditions il part, sans aucun promoteur qui le soutient. C'est-à-dire que le boxeur fait un travail qu'il n'a pas à faire normalement. Quand on parle d'un mec de ce niveau-là, hein. C'est-à-dire Chara, c'est niveau européen. Normalement, c'est pas à toi de t'occuper de ça. Et il part tout seul avec son baluchon en Espagne. Il fait un combat serré. On peut parler d'un vol, mais c'est très limite. Mais moi, je pense qu'il y a tout ça qui joue aussi, et ça a joué sur Soro, ça a joué sur Dylan Chara. Et malheureusement, ça fait qu'ils n'étaient pas à 100% dans ces combats-là. Ouais, c'est franchement dommage. J'ai pu voir une photo de Soro avec Madrimov à la fin du combat. Quand on comparait les deux visages, Madrimov il était marqué quand même. Comme quoi, Soro il les envoie. Et Soro il avait un visage. Après, il y a des boxeurs qui marquent plus ou moins. Donc des fois, moi par exemple, le dernier combat de Floyd, professionnel, véritablement, c'était contre André Berthaud. Alors Berthaud est pas du tout est pas du tout marqué, et Floyd il l'est un peu bizarrement, alors que Floyd a dominé toute la rencontre, tu vois. Donc le marquage au niveau du visage, c'est un signe, mais faut quand même voir le combat. Faut quand même relativiser, faut relativiser le truc. Hein. Je crois qu'on a fini. Si on n'a pas parlé de Souleymane, oui. T'avais pas parlé de Souleymane Sissoko? Si, là on va en parler parce que franchement, il a pris une ceinture mondiale. Quand on parle de ceinture mondiale, il a pas le titre. Hein, c'est une ceinture. Je crois que c'est une ceinture intercontinentale qu'il a pris à un Anglais qui s'appelle Conway. C'était en sous-carte de Canelo contre Billy Joe Saunders. Donc il a eu cette exposition. Et il a dominé toute la rencontre, sauf il y a un moment, la 9e, je crois il a eu un problème à l'œil, justement. Il fait une fracture du crochet de l'orbite. Ouais, d'accord, ok. Bah oui, obligé de parler de Souleymane, bien sûr. Ouais. Non, mais Souleymane, il fait quand même une sacrée année. Il commence en sous-carte de Estrada Gonzalez. Donc déjà, ça te met dans le ton. Après, il fait en sous-carte de Canelo contre Billy Joe Saunders, où il fait un combat qui a été un peu difficile. Hein. Voilà, il commence à côtoyer le très haut niveau, mais c'est bien, c'est tant mieux pour lui. Tu vois, ça y est, il commence à rentrer dans le sérieux. Et puis après, il finit l'année à Roland-Garros, une belle soirée française. Donc Souleymane, super année boxe, hein, il faut quand même le dire. Et on espère qu'en 2022, il continue et que là, il aille chercher un petit nom. Ça serait top qu'il aille chercher un petit nom. Ouais, je pense que cette année, surtout en fin d'année, je pense que il va commencer à tutoyer déjà. Il est dans le top 10, là? Non, les super welter, c'est chaud le top 10. Hein. Ouais, il y a trop de super welter. Ouais. Il y a trop C'est pas comme les lourds ou je sais pas, d'autres KT, mais super welter, il y a trop de monde. Mais je pense que pour la team solide,
ceux qui sont passés pro cette année, là, 2022, ça va être l'année. Ouais, en fait, ils arrivent à un moment de maturité. C'est ça. Ça fait 5-6 ans après leur titre ou leur participation aux Jeux Olympiques. Donc, c'est là où, entre guillemets, on commence à rentrer dans le dur ou dans les durs. Voilà, donc là, c'est... tu me connais. Donc là, ça va être aussi... Ces années-là vont être très importantes pour chacun d'eux. Exactement. Julien qui nous dit, par contre, s'il pouvait attendre que Crawford parte à la retraite, Crawford, c'est les Walter, c'est pas les super Walter. Ouais, bah justement, tu nous fais la transition, Julien. Là, nous allons parler des Walter. Et t'inquiète pas, on va parler de Crawford. Alors, Moussa, juste avant, je voulais juste faire un petit clin d'œil à Milan Prat. Je le connais pas personnellement. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi. Mais alors, Milan Prat, je connais pas son poids, moi. Super Walter. C'est un super Walter. D'accord. Et le gars, là, il est en train de sortir à l'étranger en ce moment, paraît-il. Ouais. Voilà, je pense que ça va taper fort bientôt aussi. D'accord. Ok. Très bien vu, Nas. Ouais, en plus, tu sais quoi, je l'ai noté. Je l'ai noté, mais je t'ai zappé, Milan. Je suis désolé. Ouais, il fait un. C'est vrai que cette année, il faudrait aussi qu'il passe aussi un cap. Oh, donc on va passer au Walter. On va commencer par le premier gros rendez-vous de l'année qu'il y a eu. C'était le retour de Errol Spence. Errol Spence qui combattait Danny Garcia. Moi, ça m'a étonné déjà qu'ils prennent directement avec Danny Garcia après l'épreuve qu'il a eu. C'est-à-dire l'accident en voiture, là où le non-port de la ceinture l'a sauvé. Incroyable. Ça veut dire qu'il aurait eu la ceinture et peut-être qu'il se serait fait écraser. En fait, le non-port de sa ceinture a fait ça l'a éjecté de la voiture et l'a prémuni d'un écrasement. En tout cas, là, il reprenait directement dans du lourd. Garcia, c'est un top... c'est pratiquement top 5, top 5 ancien champion du monde WBC de cette catégorie. Et ça a été une masterclass. Malgré certains attendaient peut-être le chaos. Bon, après, Danny Garcia, il a une mâchoire de fer, c'est très difficile. Et je crois qu'il n'avait jamais été mis même à terre. Donc. Ouais, peut-être, c'est possible. Ouais. Donc voilà. Mais je crois pas. Donc il a fait qu'un combat. Il aurait dû combattre contre Manny Pacquiao en août. Il aurait dû combattre. Malheureusement, ça s'est pas fait. C'est lui qui a eu heureusement pour Manny, hein. Ou heureusement pour Manny. Oui, heureusement, sans doute pour Manny. Heureusement parce que pour moi, Manny. Je vois pas Manny qui aurait tenu jusqu'à la fin contre Errol Spence. Hein. Oui, parce que justement, son remplaçant a été Ugas. Yordenis Ugas. Et je pensais pas qu'Ugas il allait autant le dominer. Et d'ailleurs, je pensais que Manny avait plus de chances de battre Ugas pour être honnête. Et Ugas a très très bien géré le truc. Très très bien, c'est incroyable. Là vraiment, on sent un Ugas qui lui aussi n'a pas trop le style cubain, si je peux me permettre, mais qui a un vrai style. Quand même, tu trouves? Quand même, oui, enfin, je vois ce que tu veux dire, mais quand même, on a quand même l'école quand même du technicien, quand même, tu vois. On retrouve chez Ugas une vraie palette de boxeurs, tu vois. Une vraie variété de coups, tu vois, même si c'est pas tout à fait le cubain qui bouge, qui est contreur, comme on peut voir avec un Sanchez. C'est vrai que Frank Sanchez, c'est ça, qui a battu Efa Jagba. Lui, on retrouve vraiment le cubain qui va attendre, qui va être patient, qui va chercher les trous. C'est vrai que Ugas, c'est un peu différent. C'est pas Lara, quoi. C'est pas Lara. C'est pas Lara, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Pour moi, c'était un des combats de l'année, même, ce Ugas contre Pacquiao, parce que tu trouves pas à événement. Ouais, peut-être. Ouais, on s'attendait pas à ça. C'est une des surprises de l'année. Parce que Ugas, il était sous-estimé, mine de rien. Oui, c'est vrai. Ça pourrait être.
Tu vois, il était là sans être là. Là, il a pris sa chance. Voilà, c'est un peu à la Lele Sadio en Angleterre. Voilà, on lui a donné sa chance, il l'a pris, tu vois. Et là, il a battu Pacquiao parce que Pacquiao, le truc, c'est l'histoire de Pacquiao. C'est un boxeur légendaire, champion du monde dans plusieurs KT. Tu vois, c'est plus le Pacquiao d'antan, j'en suis sûr maintenant. Ouais, on a fait abstraction de son âge, en fait. Et ça s'est, entre guillemets, ça s'est vu. Ça s'est vu, ces 42 ans, on pesait dans la balance. Ouais, mais c'est pas. C'est par rapport à ce que tu as dit sur le non-port de la ceinture que je voulais le mettre quand même. Parce que moi-même, ça m'a fait tilter. Je me suis dit, faut pas dire ça. Les jeunes qui nous écoutent. C'est vrai. Surtout qu'il a quand même conduit après une soirée en boîte de nuit. Donc je pense qu'il était un peu bourré et il voulait très vite. Bon. Et je pense justement que Spence a un problème d'alcool. Je pense. Alors, Justement, je pense que Spence, moi, je l'ai vu un peu de plus en plus côtoyer les Bronner, les Charlot, les Gervonta Davis, rentrer un peu dans le star system, les soirées. Et je pense que peut-être des fois, il y a des signes où c'est des rappels à l'ordre. Et il faut te dire attention mon garçon, parce que tu joues aussi avec ta vie. Et puis surtout quand t'as devant toi une belle carrière. Errol Spence pourrait être un des grands champions de notre ère. Exactement. Et voilà, donc c'était peut-être aussi un rappel à l'ordre. Et je vais revenir un peu sur ce qu'a dit Nas, la surprise par rapport à Pacquiao et Ugas. Mais si on fouille un petit peu sur ce qui s'est passé dans les coulisses de ce combat-là, il faut savoir que Ugas, il devait boxer en sous-carte de Pacquiao contre Errol Spence. Et Errol Spence, quelques semaines, je crois, avant le combat, je crois que c'est vraiment quelques semaines, quelques jours avant, on annonce que Errol Spence, il n'est pas en état de faire ce combat-là parce qu'il a encore des soucis physiques. Donc, on pense, c'est un peu des rumeurs, mais c'est vrai qu'il y a des signaux, c'est que, en fait, Pacquiao aurait été pris un peu dans un traquenard. C'est-à-dire qu'ils lui ont fait signer et ils ont annoncé à quelques semaines du combat qu'il pouvait pas boxer Errol Spence. Et ils ont dit, mais regarde, on a Ugas qui est là, comme c'est les mêmes promoteurs, tu peux le boxer lui. Donc, je pense que Ugas, il était bien prêt pour ce combat et c'est plus Pacquiao qui s'est fait avoir et peut-être qu'il n'était pas finalement à 100% pour un Ugas, tu vois. Donc, quand on remet dans l'histoire, finalement, c'est plus tant une surprise que ça, tu vois. Ouais, pourquoi, ouais. Je savais pas, tu vois. C'est tout ce que c'est pas en tant que fan ou public, tu sais. C'est ce qui se passe derrière, entre les promoteurs, entre les négociations, entre ce qui se sont dit. Tu vois, ça revient même en France, entre combats franco-français, entre tout ça. On connaît pas les coulisses, tu sais, entre promoteurs et boxeurs et tout ça. Ah, j'avoue, si c'est ça, c'est pas aussi une surprise que je pensais. Tu vois? Ouais, tu vois. Alors, on passe là à des pros, non, on va passer au Sean Porter contre Crawford. Directement, on est chez ceux qui sont confirmés, donc on va faire ça. Donc Sean Porter qui était à l'agent libre. On reprochait souvent à Crawford en fait de pas boxer les top 5. En fait, c'est simplement parce qu'il il est chez Top Rank et chez les Top Rank, il n'y a pas véritablement de top de top en Walter. Et là, en fait, comme Sean Porter est agent libre, il a pu boxer sous une carte Top Rank. Et donc, on attendait ce combat-là avec impatience parce que là, c'était véritablement ça allait être une confirmation pour Crawford. Et ça a été un combat pour moi serré, mais que Crawford a réussi il a mis fin à ce combat. C'était à la 10e, c'est ça? À la 10e? Ouais, très 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 bon combat. Je ne sais plus. Moi ce combat-là. On en avait parlé, je voyais Crawford. 10e reprise. Ouais. Fort, c'est pas un extraterrestre, mais il fait le job, il fait pas de sentiments, j'ai l'impression. S'il peut t'arracher la tête au deuxième, il te l'arrache au deuxième. Il faut être prêt pour un Crawford. Tu sais, je vais pas dire que c'est un extraterrestre, genre Fury. Non, ça n'a rien à voir. Mais Crawford, c'est bête de travail quand même. Je l'ai pas vu à l'entraînement, mais je sens que c'est quelqu'un, faut être prêt. Parce que s'il peut t'arracher même au zéro de la tête, il va le faire. Et là, Porter, je sous-estime pas Porter, il était prêt sûrement, mais pas contre Crawford, pas tout de suite. Il aurait peut-être fallu un combat ou deux avant, je sais pas.
Non, je pense que Crawford était prêt, il a toujours été prêt de toute façon. Tu veux dire Porter, Moussa. Oh, oui, excusez-moi. Porter, il a toujours été prêt, il a combattu les meilleurs, il leur a toujours donné du fil à retordre. Son combat contre Errol Spence, un des combats de l'année, contre Danny Garcia, contre Keith Thurman aussi, il les a toujours toujours là. Donc là, le fait qu'il arrête Sean Porter, il a envoyé un vrai message, le type. Ah non, là, c'est lui le maître dans cette caté. Ouais. Jusqu'à preuve du contraire. J'aimerais bien. Il n'y aura pas de preuve du contraire, il n'y aura pas. Je vous dis, Crawford, j'ai signé le contrat, moi je dis c'est lui le boss. donc on attend ce combat contre Errol Spence, qui entre guillemets c'est le combat de cette catégorie pour l'instant. Ouais, c'est sûr, c'est le super combat qu'on voulait voir. Oui, la vidéo, on le voit, je l'ai mise. On voit son point qui lui dit. Il est étonné. Il dit quoi? Je suis en train de perdre. Monsieur, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, cette image-là. C'est comment? Là où je vais rejoindre la comparaison de Nas avec Tyson Fury, c'est que Crawford, c'est des boxeurs qui ont ce talent sur le ring de réadapter leur stratégie. Et ça, c'est très très fort. Ça, c'est vraiment le signe des grands. C'est en plein combat d'avoir cette intelligence de OK, je vais m'adapter à ça. Et moi, je trouve que Crawford, plus on regarde ses combats, plus je regarde et j'analyse ses combats, et plus je vois que ce gars-là, mais il est vraiment au-dessus du lot. Il est au-dessus du lot et il est capable de s'adapter à toute situation, à durcir le combat quand il faut, à se montrer technicien à d'autres moments. Moi, je le trouve vraiment exceptionnel. Et je pense pas que Errol Spence, il est au niveau. Vraiment. Il reste lucide sur le ring. Crawford, il reste lucide. Tu sais, il y a des boxeurs, moi-même en tant que boxeur, des fois, le coach, il te donne une stratégie et on se borne à même si elle n'est pas bonne, on continue. Des fois, bon, ça crée des conflits avec l'entraîneur. Ouais, je t'ai dit de faire ça, t'as pas fait ça. Mais il y a des coachs. Moi, je me rappelle, il y a John Dovey à l'INSEP. Il nous disait, voilà, on vous donne un conseil. Mais vous, sur le ring, si vous voyez que ça passe pas, changez. Voilà. Il nous disait pas changer sur quoi ça, à nous de voir. Sur quoi on change, mais il nous le disait, changez. Mais tu vois, on est beaucoup, tu sais, et c'est là qu'il faut avoir cette lucidité. Putain, il marche pas son conseil. J'avance, je me prends des contres. J'avance, je me prends des contres. Et ben, avance plus, tu vois. Et ça, mais ça vient avec l'expérience, sûrement. Ça vient avec la lucidité. Ça vient avec un petit brin de folie aussi, parce qu'il faut tenter et oser des choses. Tu vois. Et il l'a, Crawford. Fury, pareil. C'est pareil. Il boxe à l'instinct. Il a ça. C'est pas donné à tout le monde. Comme tu le dis, c'est pas donné à tout le monde. Alors, je reviens sur trois prospects on va sûrement entendre parler de. Attends, j'essaie de les deviner, Moussa. Je pense qu'il y a Jaron Ennis. Vas-y. Vergil Ortiz Jr. Et je pense que le dernier, tu vas mettre Conor Ben, non? Ouais. Putain, bon il les a eu les trois. Question pour un champion. On a Julien, c'est Julien Lepers qui est là. Ouais, donc ces trois combattants, ils ont été impressionnants parce qu'ils ont pris des adversaires qui étaient on va dire des top 30, top 20, et ils ont réussi à Conor Ben, il a pris Algérie, il a pris Vargas, il a pris Granados, et il est à part Vargas qu'il a gagné à la décision, les autres, surtout le Algérie là, c'est peut-être peut-être un KO de l'année, peut-être un KO de l'année. Vraiment, il a été impressionnant, très très impressionnant. Conor Ben, qui est fils de la légende de Nigel Benn, à surveiller ce petit-là, à surveiller, autant que Vergil Ortiz qui a eu deux ou trois combats, dont contre le Lituanien qui avait posé quelques problèmes à Crawford. Je vais pas vous citer son nom parce qu'il est un petit peu dur. Kaveliauskas, et qui lui a posé aussi des problèmes, mais qu'il a réussi à battre, je crois, à la 7 ou 8e. Et mon préféré dedans, Jaron Ennis, que j'avais cité l'année dernière comme prospect de l'année,
qui a combattu Sergueï Lipinev, Thomas Delorme, donc deux anciens candidat aux ceintures mondiales, quoique Lipinev, je crois qu'il a été champion du monde, mais il faut dire dans la catégorie des super légers. Mais en tout cas, c'était Mikey Garcia qui lui prend son titre, non? Je sais plus. Ouais, sans doute. En tout cas, 3 gros prospects. Jaron Ennis qui défie tout le temps Crawford. Donc pour te dire l'assurance du gars, donc va falloir les surveiller. Il y a Conor Benn qui fait que de défier aussi Bronner, Adrian Bronner aussi. Ça peut être pas mal ça, Bronner contre Conor Benn. Je pense que Crawford c'est encore un peu tôt pour eux. Eni il a 24 ans, tu vois. Bon, c'est pas forcément que l'âge qui compte, mais quand même, tu vois, comme tu l'as dit, oui, ils ont fait une belle année, mais attention, Crawford, c'est Crawford quand même. C'est du high level. C'est du high level. Bronner, il boxe encore, lui. Qui? Bronner. Bronner, il a boxé en début d'année. Contre un mec de la République dominicaine. Ça a été très... franchement, laborieux. C'est terrible. À faire le bad boy. Ah non, là franchement... mais lui au moins il boxe pas des youtubeurs. Ouais, mais voilà. il prend des boxeurs. Après, bon, c'est pour les thunes. Tu vois, Mayweather là, il s'est tapé un délire. Tu vois. Alors, je reviens sur la surprise. Alors, je sais pas si ça a classé dans les super moyens ou dans les welter. C'était Mickey Garcia qui a été battu par l'Espagnol Sandro Martínez. Sandro Martínez. C'était chez les super welter parce que justement, il s'acharne à rester chez les super welter. Non, chez les welter. Chez les welter, ouais. Il s'acharne à rester chez les welter et il a perdu, contre un Espagnol. Ouais, c'est l'une des surprises de l'année. Bravo à cet Espagnol, parce que pour lui, c'est le combat de sa vie. Il est passé de rien du tout à... Il a eu son petit moment de gloire, en fait. Pas star, mais il a eu son moment de gloire, quoi. Ouais, on a senti un Garcia qui n'était pas du tout concerné, qui j'ai l'impression qu'il pensait que ça allait être facile. Il n'y a même pas eu, cette motivation en fin de round où il s'est dit peut-être le combat il est serré ou va falloir que j'accélère. Pas du tout. Ouais, même à la décision, il est pas content, mais il l'a pris entre guillemets pas très au sérieux ce combat, et tant mieux pour l'Espagnol. Hein. C'est ça. Après, difficile quand on a une carrière comme celle de Mikey Garcia, qu'on a eu, c'est l'un des plus beaux palmarès qu'on a actuellement dans la boxe, si on se penche un peu sur sa carrière. Et c'est peut-être difficile aussi pour lui, il était pas très en forme, pas dans son poids naturel, on l'a bien vu, il est un peu grassouillet. Ouais. Tu prends un mec, tu te dis bon, c'est un combat de reprise, chez moi, basé à la maison, histoire de me remettre un peu dans le bain. Tu tombes sur un problème. Tu te dis le mec il fait le combat de sa vie, parce que pour lui c'était le combat de sa vie, et puis je pense qu'il a reconnu sa défaite, voilà. Quid de son avenir à Mikey Garcia, Moi j'aimerais bien un combat contre Pacquiao, juste pour que tous les deux partent sur une affiche comme ça. Sportivement, ça serait Pacquiao c'est fini, justement on en a pas parlé, mais il a annoncé sa retraite définitive. Je pense qu'il reviendra plus sur les rings. Je crois qu'il en a déjà assez fait. On sait jamais avec Manny, il est tellement... mais là, j'espère pas. Il a son but, c'est de devenir président de la République des Philippines. Voilà, je pense pas qu'il va revenir. En plus, je pense qu'il a senti qu'il y avait quelque chose il pourra plus revenir comme avant. C'est plus possible. On va passer au super léger. Super léger. Pas grand chose, mais par contre une belle unification